Et si la véritable bataille ne se jouait ni sur les champs de l'Ukraine, ni dans les couloirs feutrés du Kremlin, mais bien directement dans notre propre portefeuille? Cette question, à première vue provocatrice, s'est imposée à de nombreuses reprises tout au long de l'histoire moderne, chaque fois qu'un conflit semblait n'avoir qu'un visage militaire, alors que l'essentiel se tramait ailleurs, loin des projecteurs. Depuis l'éclatement du conflit en Ukraine, les médias du monde entier orchestrent une partition binaire. On nous raconte, une fois de plus, une histoire simplifiée à l'extrême, celle d'un choc entre démocratie et dictature, une lutte manichéenne du bien contre le mal. À chaque journal télévisé, à chaque fil d'actualité, nous sommes bombardés d'images poignantes, immeubles éventrés, familles éplorées, soldats épuisés. On nous somme de choisir notre camp, de vibrer ou de nous indigner, comme si notre émotion seule pouvait changer le cours de l'histoire. Mais si l'on prend le temps de regarder derrière le rideau du spectacle médiatique, une question dérangeante s'impose, inexorable. Et si, au fond, l'enjeu véritable de cette guerre, comme tant d'autres avant elle, n'était ni la liberté ni la tyrannie, mais l'argent? Derrière chaque conflit, il existe toujours un moteur économique, parfois bien dissimulé. Ce sont les travailleurs ordinaires, ukrainiens, russes, européens, américains et bien d'autres, qui perdent la facture en vies humaines, en euros, en dollars, pendant que les élites, elles, engrangent les bénéfices. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises, de la Première Guerre mondiale à la guerre du Vietnam, en passant par les conflits au Moyen-Orient. Dans l'ombre, loin des caméras, les grandes puissances transforment la crise en opportunité. Les contrats d'armement se signent à huis clos, les prix de l'énergie flambent, la spéculation sur les matières premières bat son plein. Pendant que nous pleurons les victimes ou que nous dénonçons l'agresseur, d'innombrables milliards changent de main. Une poignée d'individus s'enrichit, tandis que la majorité s'appauvrit. Refuser de voir ces mécanismes, c'est accepter, consciemment ou non, de devenir les pions d'un système qui se nourrit du chaos. Cette guerre n'est peut-être pas la nôtre, mais sa facture, elle, finit toujours par nous être adressée, tôt ou tard. Avant de se laisser happer par les récits officiels, il faut s'interroger. À qui profite vraiment la guerre? Qui tire les ficelles? Et surtout, qui paie la note finale? Pour comprendre ces enjeux invisibles, il faut remonter à la source des conflits, suivre la trace de l'argent, décortiquer les intérêts en jeu et dévoiler les mécanismes cachés derrière le fracas des armes. Un exercice ardu, mais nécessaire, à la lumière de l'histoire et de l'actualité. Prenons un exemple concret, la guerre du Golfe en 1991. Derrière la rhétorique de la libération du Koweït et de la lutte contre la tyrannie, se cachait un enjeu économique colossal, le contrôle du pétrole. Les sociétés pétrolières occidentales ont vu, à l'issue du conflit, leurs profits exploser, pendant que les citoyens payaient la hausse du prix du carburant et que la région sombrait dans la précarité. Aujourd'hui, le rejet de l'accord de paix par Vladimir Poutine n'est pas qu'une simple posture, une bravade de plus dans une longue série de provocations. C'est un signal fort, un message adressé à tout l'Occident, un défi lancé au système qui domine le monde depuis plusieurs générations. Pour saisir la portée de sa décision, il faut regarder plus loin que les discours officiels, plus loin que les champs de bataille. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement la souveraineté de l'Ukraine, mais l'économie mondiale dans son ensemble. Pour Moscou, accepter la paix reviendrait à reconnaître une humiliation, mais aussi à accepter une place subalterne dans un ordre mondial dicté par les États-Unis et l'Europe. Après des années de sanctions, chaque négociation devient, aux yeux du Kremlin, un test vital de souveraineté. Refuser la paix, ce n'est pas seulement poursuivre la guerre, c'est refuser de courber l'échine devant des règles imposées de l'extérieur, c'est tenter de redessiner la carte du pouvoir global, quitte à en payer le prix fort. Ce bras de fer rappelle indéniablement la guerre froide, mais les enjeux ont changé. Autrefois, il s'agissait d'idéologies qui s'opposaient. Aujourd'hui, ce sont les énergies, les matières premières, la solidité des devises mondiales qui sont en jeu. Songez à la crise pétrolière de 1973. Un embargo décidé par l'OPEP fit s'effondrer les économies occidentales, révélant la fragilité d'un ordre mondial dépendant du pétrole. De la même façon, aujourd'hui, sous chaque missile, derrière chaque communiqué,
court une guerre invisible pour le contrôle des ressources et de la richesse. Les populations ordinaires, en Russie comme en Occident, paient le prix le plus lourd. L'inflation galope, les salaires se stagnent, la précarité s'installe. Pendant ce temps, les actionnaires des sociétés énergétiques engrangent des bénéfices records, comme lors de la flambée des prix du gaz européen à l'hiver 2022. Tant qu'on ignore cette dimension économique, on devient la proie facile de récits simplistes, forgés par des propagandes habiles, que ce soit à Moscou, à Washington ou à Paris. Les médias exigent que l'on choisisse un camp, mais derrière ce théâtre, une réalité brutale demeure. Ce sont les élites, non les peuples, qui profitent du chaos. Refuser la paix, c'est aussi tenter de rompre des chaînes invisibles qui enferment la Russie depuis des décennies, même si cela signifie prolonger la souffrance d'un peuple déjà meurtri. Fermer les yeux sur la guerre économique, c'est abandonner notre avenir, nos économies, notre capacité à comprendre le monde à ceux qui manipulent l'information et décident, loin de nous, qui sera vainqueur ou perdant. Ce conflit dépasse largement le cadre de l'Ukraine. Il redéfinit l'ordre mondial où la souveraineté ne se mesure plus simplement aux frontières dessinées sur une carte, mais à l'indépendance économique, au contrôle de l'énergie, à la capacité de résister aux pressions extérieures. Mais si la guerre se joue sur ce terrain invisible, comment les peuples peuvent-ils reprendre la main? Au cœur de la tempête, certains signaux laissent entrevoir une redistribution possible des cartes. Regardons du côté de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, héros de la résistance, n'est-il pas aussi prisonnier d'un système qui le dépasse largement? Aujourd'hui, l'économie ukrainienne ne tient plus qu'à un fil. Les usines qui faisaient jadis tourner le pays sont à l'arrêt, broyées par les bombes ou désertées par la main-d'œuvre. Des millions de citoyens ont fui, vidant les villes, fracturant le tissu social. Selon les Nations Unies, plus de 8 millions de réfugiés ukrainiens ont été recensés en Europe depuis le début du conflit. Un chiffre vertigineux qui illustre l'ampleur du déracinement. Ponts effondrés, routes criblées de cratères, centrales électriques détruites. Tout ce qui formait l'ossature d'un État moderne gît en ruine. La vie quotidienne est devenue une suite d'improvisations douloureuses. L'espoir, lui, ne survit qu'à travers la promesse d'une aide extérieure. L'Ukraine ne respire plus que grâce à une perfusion venue de l'Occident. Washington, Bruxelles, le Fonds monétaire international injectent des dizaines de milliards d'euros et de dollars, mais chaque centime impose des conditions, parfois invisibles, qui rongent lentement la souveraineté du pays. Chaque prêt, chaque livraison d'armes exige réformes, coupes budgétaires ou engagements politiques négociés loin de Kiev. Derrière les discours de solidarité se cachent aussi les calculs froids des grandes puissances. Chaque investissement étranger, chaque contrat de reconstruction, chaque marché ouvert devient une opportunité pour les multinationales occidentales d'ancrer leur influence et de récolter des profits sur le long terme. Ce qui s'affiche comme un geste altruiste relève aussi d'un pari lucratif sur un partenaire captif. Progressivement, la fierté de l'indépendance s'efface devant la réalité de la dépendance économique. Les décisions majeures sur l'avenir du pays ne se prennent plus à Kiev, mais bien dans les couloirs anonymes de Washington, de Bruxelles ou du siège du Fonds monétaire international. Les citoyens ukrainiens, eux, voient leur destin leur échapper, dicté par des intérêts lointains et opaques. L'illusion de la reprise masque un paradoxe cruel. Pour survivre, l'Ukraine est contrainte d'abandonner l'autonomie pour laquelle elle se bat. Sa souveraineté, érigée en symbole national, s'effrite au fil des concessions faites à un système international où sa voix pèse peu. Cette situation rappelle celle de la Grèce lors de la crise de la dette en 2010, où les décisions économiques étaient dictées par la Troïka européenne, au détriment de la volonté populaire. Mais ce piège n'est pas uniquement ukrainien. Depuis plusieurs décennies, ce schéma de dépendance s'est répandu ailleurs, révélant une mécanique globale qui dépasse largement le cadre du conflit ukrainien. Les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, subissent depuis des années l'emprise du FMI et de la Banque mondiale, qui conditionnent leurs aides à des programmes d'austérité drastiques, souvent au détriment des populations locales. Que se cache-t-il réellement derrière cet engrenage de dépendance et de profit? Pour le comprendre, il faut suivre la trace de l'argent et analyser à qui profite vraiment la guerre.
Ici, les exemples abondent. Quand la paix menace les profits, la guerre devient une affaire d'État. Aux États-Unis, on vante la liberté et la démocratie. Mais derrière ce récit, c'est l'industrie de l'armement qui se gave, nourrie par chaque crise, chaque nouvelle peur diffusée en boucle. À chaque missile largué, chaque char expédié, chaque aide militaire votée, ce sont toujours les mêmes géants de la défense qui voient leur fortune monter. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman. Des noms discrets pour le grand public, mais des milliards engrangés loin des regards, sur fond de conflits lointains. Les dépenses militaires américaines atteignent des records vertigineux. En 2023, elles dépassaient 800 milliards de dollars, soit plus que les 10 pays suivants réunis. Pendant ce temps, l'éducation, la santé ou le logement peinent à survivre. Les écoles tombent en ruine, les hôpitaux manquent de moyens. Mais pour les armes, il y a toujours des budgets sans limite. Ce n'est pas une dérive accidentelle. Depuis plusieurs générations, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel dicte les priorités à Washington. La guerre devient une nécessité économique, entretenue par une mécanique bien huilée, où la menace justifie la dépense. Cette logique, dénoncée pour la première fois par le président Dwight Eisenhower en 1961, n'a jamais cessé de s'amplifier. Chaque obus tiré, chaque drone détruit, c'est une nouvelle commande, une ligne de plus sur les bilans, des actionnaires rassurés, des primes distribuées. La guerre, c'est du chiffre d'affaires pur, pas seulement une tragédie à la télévision. Les médias, eux, orchestrent l'émotion. Drames humains, images de ruines, regards d'enfants apeurés. Mais ils parlent rarement des contrats signés en coulisses, ni de la jubilation des conseils d'administration. Ce modèle dépasse largement les frontières américaines. En Russie, l'économie de guerre nourrit une poignée d'oligarques liés au pouvoir. Les sanctions creusent le fossé entre riches et pauvres, mais l'industrie de l'armement prospère, à l'Est comme à l'Ouest. Durant la guerre en Syrie, le complexe militaro-industriel russe a testé et vendu ses armes à de nouveaux clients, capitalisant sur l'expérience du terrain. Tant que ce système perdure, la paix devient presque un risque économique. Chaque crise internationale est une occasion de vendre plus d'armes, de signer de nouveaux accords, de renforcer l'influence des élites. La guerre n'est plus un mal à éviter, mais une ressource à exploiter. C'est ce qu'illustre la célèbre phrase de Smedley Butler, général américain. La guerre est un racket. Si personne ne brise ce cercle, la guerre continuera de dévorer des vies et des avenirs. Et nous, citoyens ordinaires, resteront les payeurs invisibles de factures écrites en lettres de sang. Ce fut le cas lors de la guerre du Vietnam, où la jeunesse américaine, majoritairement issue des classes populaires, payait le prix fort pendant que certains industriels prospéraient. Mais qu'est-ce qui rend ce système si solide, si difficile à contester? Pour le comprendre, il faut observer de plus près les rouages de cette machine à fabriquer du consentement. Le véritable champ de bataille se joue dans nos esprits, dans notre aptitude à dissiper les illusions qui nous enchaînent. Tant que nous restons captifs des histoires que l'on nous impose, nous gaspillons nos forces contre des ennemis de carton, tandis que les vrais profiteurs avancent masqués. Le nationalisme, vanté comme un bouclier face à la menace extérieure, n'est qu'une diversion habile. Il canalise la colère légitime des peuples contre un autre imaginé, souvent de l'autre côté d'une frontière, détournant ainsi l'attention des véritables causes de l'injustice. Pendant ce temps, ceux qui tiennent les rênes de l'économie orchestrent tout en silence et engrangent les bénéfices. Cette stratégie a déjà été utilisée au début du XXe siècle, lorsque la montée des nationalismes a servi de prétexte à la Première Guerre mondiale, pour le plus grand profit de certains industriels. Regardez de plus près. Qu'on soit ouvrière à Moscou, caissier à Houston ou conductrice à Kiev, l'histoire se répète. Russes, Américains, Ukrainiens, tous exploités par un système identique qui les dresse les uns contre les autres pour mieux les dominer. On nous enferme dans des camps rivaux, mais partout règne la précarité, la peur du lendemain, l'angoisse du manque. Cette dynamique a été parfaitement décrite par George Orwell dans son roman 1984. La guerre perpétuelle sert avant tout à contrôler les masses. La guerre, loin d'être une fatalité, est devenue le levier cynique d'une gestion de classe.
Elle absorbe la colère sociale, détruit les solidarités internationales et préserve avant tout les privilèges d'une poignée d'élites. Plus les divisions s'installent, plus il devient facile de gouverner sans rendre de compte. On l'a vu en Irak, où la fracture confessionnelle a servi les intérêts de ceux qui voulaient diviser pour mieux régner. Il faut l'admettre, le véritable ennemi n'est pas celui montré à la télévision ou désigné dans les discours officiels. L'adversaire réel, c'est le mécanisme globalisé qui convertit la souffrance collective en dividende pour une infime minorité. Tant que nous acceptons cette mascarade, nous restons des pions sacrificiables, peu importe la couleur du drapeau. Les leçons du passé, de la guerre d'Algérie à la guerre du Kosovo, montrent que la paix véritable ne profite guère aux populations tant que les logiques économiques prédatrices demeurent en place. Souvenez-vous, chaque citoyenne, chaque citoyen qui refuse de questionner l'histoire dominante demeure une pièce sur un échiquier dont il n'a jamais écrit les règles. C'est précisément ce que souhaitent celles et ceux qui tirent profit de la guerre et du chaos. Mais une issue existe. Elle commence par une prise de conscience partagée, par le courage de voir à travers les manipulations, et par la volonté de reconnaître nos intérêts communs par-delà les frontières et les discours creux. Cette lucidité collective peut devenir la première brèche dans le mur des divisions imposées. Reste à savoir si nous aurons la force de la transformer en action. L'histoire abonde d'exemples où la mobilisation populaire a su renverser la vapeur. Pensez au mouvement pacifiste américain pendant la guerre du Vietnam ou aux manifestations contre l'apartheid en Afrique du Sud. À chaque fois, il a fallu des années de lutte, une volonté de faire, mais aussi une prise de conscience globale du jeu de dupes auquel les peuples étaient conviés. La paix ne tombera jamais du ciel. Elle ne naîtra que d'un refus massif, partout, de mourir pour les profits d'une élite minuscule. Cette vérité dérange, car elle brise l'illusion réconfortante d'un sauvetage venu d'en haut. Dans l'horreur des conflits, il paraît naturel de tourner les yeux vers les puissants, d'espérer qu'ils stopperont la machine de guerre. Pourtant, l'histoire est sans appel. Les intérêts des peuples et ceux des dirigeants ne se recoupent presque jamais. Tant que nous refusons de voir les véritables enjeux économiques derrière chaque guerre, nous restons, malgré nous, des pions dans une partie cruelle. Nos impôts, nos économies, nos vies sont sacrifiées à un système où la guerre rapporte toujours davantage que la paix, mais seulement à une poignée de privilégiés. Ce cycle infernal ne s'arrête pas parce qu'il fonctionne sur notre consentement, qu'il soit sincère ou extorqué. Les discours officiels, la glorification du courage, les médias qui martèlent la résistance. Tout cela sert trop souvent à masquer une réalité nue. La guerre n'est pas un accident, c'est un business. L'Ukraine, comme tant de conflits récents, en est la preuve éclatante. Le chantage énergétique, la spéculation, les contrats d'armement et la promesse de la reconstruction profitent toujours aux mêmes. Pendant ce temps, les citoyens ordinaires, qu'ils soient russes, ukrainiens ou occidentaux, perdent l'addition. Inflation, insécurité, précarité. Rappelons-nous la reconstruction de l'Irak, confiée à des entreprises américaines comme Halliburton, qui ont empoché des milliards pendant que le pays restait en ruine. Comment briser la chaîne? D'abord, en refusant de céder à la propagande, en se demandant obstinément qui gagne, qui perd à chaque étape. Interroger l'économie, c'est déjà fissurer le récit officiel. Tant que nous acceptons de brandir des drapeaux sans recul, de justifier la violence au nom de la liberté ou de la sécurité, nous participons à un système qui prospère sur notre division et notre souffrance. Le premier acte de résistance, c'est de percer à jour les mécanismes économiques cachés derrière la guerre. Refuser l'illusion que la paix viendra de victoires militaires, de sanctions ou de discours creux, c'est déjà reprendre du pouvoir. Le vrai courage aujourd'hui, c'est de dire non. Non à la logique du profit par la destruction. Non à la marchandisation de la vie humaine. Non à la manipulation de l'opinion publique pour servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Si nous persistons à fermer les yeux, notre argent, notre sécurité, nos vies continueront de nourrir une machine qui s'enrichit de nos divisions. Mais si, partout, des voix s'élèvent pour réclamer vérité et justice économique, alors un autre futur s'ouvre. Ce choix commence par une prise de conscience individuelle, mais il s'incarne dans un mouvement collectif. L'histoire a prouvé,
La force du peuple réside dans sa capacité à dire stop, à refuser le sacrifice inutile, à exiger que l'économie serve enfin la paix et non la guerre. Regardons les Gilets jaunes en France, les mouvements anti-guerre au Royaume-Uni, ou les mobilisations pour la justice climatique. À chaque fois, c'est la société civile qui a fait bouger les lignes, souvent contre l'avis des puissants. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un nouveau conflit, d'un nouvel ennemi à abattre, posez-vous cette question essentielle. Qui profite de la guerre et qui en paie le prix? Ce n'est qu'en répondant honnêtement à cette question, en refusant de sombrer dans la facilité des récits officiels, que nous pourrons commencer à reprendre la main sur notre destin collectif. Le véritable courage, aujourd'hui, c'est de refuser d'être complice, même passivement, d'un système qui prospère sur le chaos. Car, finalement, la paix ne sera jamais le fruit d'une décision prise par quelques-uns. Elle sera le résultat d'une prise de conscience massive, d'un refus généralisé de